samedi 25 janvier 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Stéphane Haudegui, enseignant d'histoire du cinéma et des arts, auteur en 2005 de La théorie des nuages, son premier roman, de Une mer en 2017, d'Ejma en 2022, entre autres. Il présentait ce jour-là L'Avenir, publié au Seuil Éditions, un roman qui raconte la vie de certains amoureux de la Joconde et qui questionne notre rapport à l'art, à l'amour de l'art et à l'amour tout court. Oui. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être là. Stéphane, merci beaucoup de venir en ce jour, ce samedi pluvieux. Oui, je viens de Paris, c'est froid, donc j'ai l'impression qu'il fait beau ici. Il fait beau. Bah, on n'a qu'à dire ça. On va parler d'avenir, puisque c'est le titre de ce dernier roman qui vient juste de sortir aux éditions du Seuil. Ça fait 20 ans que vous publiez des livres. Il semble, oui. Ouais. Moi aussi, j'ai fait comme vous. Je me suis dit, ah oui, ça fait 20 ans. Ça fait 2025-2005, oui. La théorie des nuages qui était sortie il y a tout pile. Non, peut-être c'était pour la rentrée de C'était en janvier. C'était en janvier aussi, Oui. donc ça fait vraiment tout juste 20 ans. Oui. Des livres. Alors pour ceux qui connaissaient les livres de Stéphane Haudegui, dans la librairie, on les a toujours beaucoup aimés depuis la théorie des nuages. Vous nous habituez à des intrigues à rebondissement, comme L'Avenir, un livre très proliférant, très. On a l'impression à la première lecture que ça part dans plein de directions différentes, parce qu'on va voir, le livre est une satire de nos sociétés numérisées, offre une réflexion sur le monde de l'art contemporain, de l'art du patrimonial, au moment de sa disparition. C'est un roman post-apocalyptique, c'est aussi un roman d'amour, un roman d'aventure. Enfin voilà, c'est un livre très protéiforme. Ce qui, à mon avis, est la principale qualité du roman, mais qui rend un peu difficile à trouver, quand on réfléchit à poser des questions, à trouver une architecture, une ossature. Donc je ne sais pas bien comment on va faire, mais je compte sur vous. Pour les questions Non. Oui, non, en fait, je m'étais dit, on va partir de votre précédent roman, Dejima. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Dejima, c'était une grande traversée du XXe siècle au travers de 3 personnages qui étaient habités par le même esprit, une grande traversée du siècle centrée principalement sur le Japon. Et le cœur du livre était le Japon de 1945, au moment de la reconstruction et de la manière dont les Américains avaient orchestré et soumis les Japonais à un traitement assez affreux. Mais le livre se terminait sur les îles de la mer intérieure du Japon, avec ces îles dont les sols étaient contaminés par l'industrie guerrière. Hein. Vous vous souvenez de Dejima ? Ça me revient maintenant. J'y pense jamais, mais en fait c'est marrant. Mais je me dis, ah oui, mais oui, c'est vrai, il a raison. Oui, c'est ça. Et je pense que c'était l'idée, mais dans le monde entier d'ailleurs, que les sites les plus déshérités de la révolution industrielle sont réappropriés par le nouveau capitalisme et qui effacent les traces de ces forfaits en mettant de l'art contemporain à la place. Voilà. Donc à Liverpool, par exemple, grande ville esclavagiste, vous avez une annexe de la Tate de Londres. Et dans ces îles japonaises, qui sont des îles qui ont subi une catastrophe écologique, parce qu'il y avait du cuivre dans ces îles Eh bien maintenant, on construit des musées avec Tadao Ando, qui est aussi l'architecte du musée de M. Pinault à Paris. On fait beaucoup de blanc. Voilà, on lave plus blanc, comme on disait dans le temps. Et d'ailleurs, j'en dirais autant de M. Arnaud, avec l'architecte Franck Guéry.
qui en fait a rasé un musée des arts et traditions populaires à Neuilly pour y placer ses pions. Voilà. Donc effectivement, si on part de là. Ouais, voilà. Donc je m'étais dit que c'était intéressant de partir de ça, et parce que on va le comprendre, l'avenir au début du livre nous propose aussi de regarder à partir d'un moment que vous appelez la catastrophe avec un C majuscule, cet effritement progressif, cet effacement progressif du patrimoine artistique occidental au début, et petit à petit, progressivement, qui va nous conduire vers une fin du monde et un autre modèle qui s'esquisse. Mais peut-être pour bien comprendre, Stéphane accepte de nous lire les deux pages de ce moment où, alors le livre s'ouvre sur ça, un touriste chinois, un vieux touriste chinois qui doit avoir 80 ans, organise son tour du monde, son tour d'Europe en France, dans les pas de Léonard de Vinci, termine évidemment par le Louvre, et termine ces 2 jours de visite au Louvre par la contemplation de la Joconde. C'est un grand adorateur de Vinci. Et après avoir bien regardé le tableau pendant 2 heures, se dit qu'il va faire une petite vidéo pour remercier les gens qui, en Chine, l'ont aidé à faire ce voyage. Et voilà, ce qui va se produire là, au moment où il filme, Stéphane va nous le... Et peut-être importe-t-il de savoir que le personnage chinois en question, lui, est très très vieux et a participé à la révolution culturelle chinoise. Et donc il a collaboré à la destruction impitoyable d'un certain nombre notamment d'images chinoises. Et à la fin de sa vie, il se prend de passion pour la Joconde. Voilà. Il entre dans la salle des États et mesure immédiatement sa chance. Il n'y a pas plus d'une vingtaine de pèlerins de la Joconde devant le cordon rouge qui les maintient à une distance absurdement respectueuse. Il a été calculé que la distance moyenne parcourue par l'un de ces pèlerins de la Joconde est de 1000 km. Les 5 derniers et infranchissables mètres sont l'exacte image de la déception légère qui invariablement les frappe. Mais Li Fang, lui, n'est pas le moins du monde déçu. Certes, il a beaucoup appréhendé ce moment, mais la grâce est là, malgré le brouhaha, malgré la vitre blindée, malgré les effluves écœurants de sueur aigre et de crème solaire qui flottent dans la salle. Et la rencontre advient, mystérieuse, violente et douce comme un miracle. Il reste là 30 minutes sans bouger, et des touristes sourcilleux foudroient du regard ce petit vieux qui compromet leur activité photographique, mais lui prend un air distraitement idiot. Sa longue étude de Vinci trouve enfin sa justification. Il a su tout ce qu'il fallait savoir pour comprendre la Joconde, et ses connaissances se sont dans un premier temps interposées entre lui et son objet. Puis il les a intégrées, digérées, et alors, débarrassé du double voile de l'ignorance et du savoir, il a commencé à voir la Joconde, à l'accueillir, à l'accepter en lui, à se laisser regarder par cette image obscure et jaunie par les siècles, qui est assurément celle d'une jeune mère de famille qu'un mari aimant voulut honorer, et lui-même à travers elle, l'image d'une certaine Gérardini, épouse del Giocondo, Lisa de son prénom, 24 ans pour l'éternité, si tant est que l'éternité dure, mais qui est bien plus qu'elle-même. Je saute un paragraphe et j'en arrive à ce que j'appelle la catastrophe. Alors la catastrophe commence. D'abord, c'est la commissure des lèvres, du côté droit, qui semble prendre vie. Simultanément, une tache sombre apparaît sur la gauche de la bouche, s'élargit lentement, descend vers le menton, tandis qu'un troisième foyer de noirceur affecte l'œil droit. Autour de Li Fang, des exclamations horrifiées s'élèvent en diverses langues, ainsi que des cris. Le petit homme est bousculé, mais il s'efforce de recadrer convenablement le drame. Une femme d'une 50aine d'années, on ne sait pourquoi, se glisse sous la barrière, peut-être pour voler au secours de la Joconde. Mais elle est plaquée au sol par 2 gardiens athlétiques qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Li Fang tombe, se relève, recadre encore son idole, et l'on découvre que la plus grande partie du visage est réduite à une traînée noirâtre.
La loggia où elle se trouve se pulvérise à vue d'œil. Il ne reste plus, dans les 2/3 supérieurs du tableau, que le paysage énigmatique et convulsif que la plupart des spectateurs négligent ordinairement d'observer et qui a toujours semblé à Li Fang la plus merveilleuse réussite de Vinci, réussite qui lui paraît d'ailleurs, et il sourit de plaisir chaque fois qu'il y pense, profondément chinoise. Et donc la Joconde, c'est ça le scoop du début, disparaît. Donc la catastrophe, alors la catastrophe débute sur ça. C'est l'objet du ce regard sur la catastrophe et le moment où, alors ça commence par la Joconde, puis après il va y avoir d'autres tableaux. Toute la peinture figurative va y passer dans un premier temps. Comment vous est venue cette idée-là quelle est l'impulsion de départ du roman? Est-ce que c'est de construire ce roman qui après prend les atours post-apocalyptiques, c'est-à-dire c'est en finir une bonne fois pour toutes avec cette question de l'art moderne ou de l'art occidental, ou construire autre chose? D'abord, il me semble que c'est parti du fait que je pense qu'elle a déjà disparu ou qu'elle n'est jamais apparue. Je me demande qui, et je ne me mets pas dans ces quelques heureux, qui arrive à voir vraiment la Joconde. Parce que quand on va voir la Joconde, d'abord on va voir quelque chose qui a subi les outrages du temps, de façon massive. Je n'en donne qu'un exemple. En fait, quand Vasari, le grand historien de l'art de la Renaissance tardive, décrit la Joconde, il dit, il ne l'a pas vue d'ailleurs. Il s'en rapporte des témoignages, mais il dit, formidable, cette peau d'une fraîcheur incroyable, et on voit le sang battre sur le cou de la Joconde, etc. Toute chose qu'un spectateur honnête peut bien dire ne jamais avoir vu. Donc quand je vais voir la Joconde, je vois une chose jaunâtre de 70 cm de haut, et je crois d'ailleurs que la plupart des spectateurs sont déçus. Enfin, c'est comme quand on voit, je ne sais pas moi, Claire Chazal ou Bernard Tapie dans la rue, comme il m'est arrivé une fois, j'étais déçu. Je l'ai trouvé tout petit. Ouais, je sais pas, il y a la télé, quoi. Enfin, il y a l'effet iconique, et toute proportion gardée. C'est pareil avec la Joconde, qui d'ailleurs est derrière une vitre blindée, qui d'ailleurs est séparée de nous par un cordon rouge de VIP, puisqu'on ne s'approche pas des vedettes. Et c'est pas parce que ce sont des vedettes qu'on s'en approche pas, c'est parce qu'on s'en approche pas que ce sont des vedettes. Et donc, toute cette sacralisation-là fait que je me dis, mais moi, j'ai jamais vu la Joconde, en fait. Demander aux gens qu'est-ce qu'il y a dans la Joconde, ils ne sauront pas qu'est-ce qu'il y a derrière elle, où est-elle assise. Là, j'ai dit que c'était dans une loggia, et il y a un fauteuil, qui se souvient du fauteuil, enfin voilà. Donc c'est une vedette, c'est-à-dire tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'une vedette? C'est quelqu'un qu'on connaît tous et qu'on méconnaît tous, voilà. Et du coup, comme c'est l'œuvre, c'est l'icône même de l'art occidental rétinien, disons, fondé sur un plaisir de l'œil, c'est peut-être valable pour toutes les œuvres. Et on en a 1000 exemples dans l'histoire de l'art. La ronde de nuit, c'est le gag absolu. Enfin, la fameuse ronde de nuit de Rembrandt, tout le monde sait ça. En fait, elle a noirci, et c'est une scène de jour. Et vous avez 4-5 générations d'historiens de l'art qui, très très sérieusement, disent oui, bien sûr, Rembrandt, l'obscurité, la nuit, tout ça. Oui, moi le premier, j'ai souvenir d'avoir fait un cours où je montrais brillamment que c'était un très beau tableau de nuit. Et c'est pas faux non plus, parce qu'après tout, c'est bien un tableau de nuit, parce qu'il a noirci, enfin voilà. Et donc notre rapport aux œuvres d'art, elle est quand même... il faut sentir la résistance du temps traversé, comme dirait l'autre, pour retrouver quelque chose de la Joconde, tout en sachant qu'on ne peut jamais la retrouver. Donc pour moi, elle est apparue tardivement, parce que d'abord, elle est devenue une vedette en 1911, c'est-à-dire assez tard. Et comment peut-on prétendre
en avoir fait le tour, etc. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose là de très curieux. En même temps, des gens très très sérieux disent que c'est un immense tableau. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'un Italien l'a volé que sa gloire n'est pas là. Enfin, voilà. Je pense que donc c'est un... Alors pour moi, c'est pas pessimiste de la faire disparaître dans un roman, parce qu'au fond, faire disparaître, penser que les choses vont disparaître, alors c'est peut-être mon côté angoissé, mais penser que les choses vont disparaître, c'est une façon d'intensifier le regard qu'on pose sur eux. Et ça va du sourire de la Joconde au sourire d'un enfant, enfin, c'est valable pour tout. Il y a un chef opérateur dans l'histoire du cinéma complètement dingue, qui s'appelle Sergei Ouozevski, qui a fait un film complètement dingue qui s'appelle Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov. Et vous savez alors, il tournait à Cuba. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait pour faire un plan? Avant de mettre son œil dans l'œilleton, il se bandait les yeux. Et au dernier moment, il arrachait le bandeau. Alors ça lui faisait mal en plus. Enfin, ça fait mal, des trucs comme ça. Mais pour que... il pensait dans sa folie que la disparition... Enfin, il fallait faire comme si la chose apparaissait pour la première fois. Voilà. Et donc, moi, je pense que mon livre est optimiste dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas sur... il est mettons que tout ça disparaisse. Et on en parlait tout à l'heure sur le chemin, mais moi, pendant le confinement, j'avais un jeu marrant avec ma compagne pour ne pas s'ennuyer. On essayait de refaire des salles du Louvre, mentalement. Parce qu'on n'avait plus le droit d'aller dans les musées. Donc on se disait, bon alors, la galerie de peinture italienne, là, en entrant, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Bon, inutile de vous dire que notre constitution était complètement fausse, à 95%, mais, je sais pas, ça nous a redonné une espèce de... Et ça a fait ça à plein de gens, quoi. Avoir cru... Enfin, pendant un instant, le monde disparaît, et quand il réapparaît, on se dit, bah oui, tout de même. Et la question de l'original, elle est là aussi, parce que je pouvais bien aller voir des copies haute définition de la Joconde sur Internet, il y en a une, pas mal, quand même, quoi. Voilà. Mais voilà, donc la Joconde, elle est ce symbole aussi du fait qu'on ne peut plus vraiment atteindre le passé, ou qu'on ne peut pas... Je ne sais pas si vous savez, mais une fois par an, on la sort de sa boîte. Les conservateurs, une fois par an, donc il y a 3 types ou 4 types d'un bon niveau culturel et qui ont le droit de la revoir et de la voir comme on devrait la voir, c'est-à-dire pouvoir la prendre à la main et tout ça. Et c'est tout. Hein. Mais est-ce que... Et d'ailleurs, eux, je suis même pas sûr qu'ils la voient bien parce qu'eux, ils font ça pour voir si elle est en bon état. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en définitive, il y a même un moment où vous le dites, dans la salle au Louvre, pour ceux qui connaissent la salle, il y a la Joconde, la file, le tortillard, et de l'autre côté, sur le mur, les noces de Cana de Véronèse, qui est tellement immense que personne ne le voit non plus. Alors, oui, parce que alors, c'est avec les selfies, ils font moins de selfies maintenant, les gens là. Parce que j'y vais souvent, donc je regarde comment ça tourne. Donc, vraiment, c'était vraiment selfie pour tout le monde. Donc quand ils faisaient un selfie, ils voulaient faire un selfie avec la Joconde. Et donc ils se tournaient vers les noces de Cana, mais sans jamais la voir. Le truc fait 66 mètres carrés, c'est plus grand que chez moi. Alors que la Joconde fait 75 sur 40, 30. C'est petit. Alors évidemment, les gens du Louvre sont très intelligents, donc ils ont fait exprès. Oui. De mettre le plus petit, le plus grand, quoi. C'est quasiment un des plus grands. C'est peut-être le tableau le plus grand du Louvre, avec pas le plus petit, loin s'en faut, mais le plus petit grand. Voilà. Et vous savez aussi, mais là on peut réfléchir aussi à tout ça, que alors on a volé, vous savez, les noces de Cana aux Italiens, les troupes napoléoniennes, toujours aussi délicates, ont volé ça dans le cadre d'un traité légal, évidemment. Ils ont déchiré en 30 bandes le tableau, ils ont roulé ça, mis ça sur une charrette, on l'a ramené c'est quand même ça qu'on a fait. Et donc il y a des Italiens qui ne sont pas très très contents, parce qu'il y a quelque part au nord de Venise un réfectoire dans lequel les noces de Cana ne sont plus. Eh bien, là, un Américain ou un Anglais, je ne sais plus, c'est toujours des Anglais ou des Américains qui font des choses pareilles, ils ont réinstallé une copie électronique, non, une bonne copie, une copie de noces de Cana à l'endroit...
Là, ça me trouble, parce que je me dis, quelle est la bonne expérience de une noce de Cana? Est-ce de voir simplement l'original, mais dans un lieu décontextualisé qu'est le Louvre, ou bien est-ce que le réfectoire, parce que figurez-vous que les noces de Cana, c'était dans la cantine des moines, donc ils déjeunaient tous les midis en regardant, enfin, en méditant sur les, enfin, vous voyez, repas contre repas. Alors, je ne sais pas si on fait des repas dans le j'aimerais bien déjeuner là-bas un jour. Mais vous voyez, c'est des choses qui nous troublent dans... Donc voilà, moi, on est à une époque où je suis troublé par certaines... le fait que quelque part, la technique, diaboliquement peut-être, ou pas, nous inviterait à penser que c'est mieux la copie. Et je vous invite tous à aller voir sur le site du Musée des Beaux-Arts de Lille. On a fait une copie ultra haute définition de ce tableau de Goya qui s'appelle Quétal, les vieilles, mais dans une définition que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que vous pouvez zoomer tellement que vous voyez le coup de pinceau de la paupière rouge de la vieille. Vous voyez comment il a été fait. Et quand j'ai fait cette expérience, je me suis dit, tiens, c'est quand même la première fois que la technique m'apprend quelque chose que la présence réelle ne peut pas me permettre, et même je ne suis pas sûr que je verrais aussi bien, même si on me laissait coller mon nez contre ce qu'on ne me laisse pas faire. Et d'ailleurs, le tableau n'est pas fait pour qu'on colle son nez dessus et qu'on garde la touche, quoi. Il y a un moment... tout ça me rend mon époque intéressante. Voilà. Alors, je trouve qu'on est dans une mutation des images, mais qui n'est pas forcément une catastrophe au sens où, je ne sais pas moi, certains réactionnaires pourraient le penser. Je ne crois pas être réactionnaire dans ce sens-là. Néanmoins, dans le roman, la satire que vous développez pourrait laisser à penser, enfin, toute cette réflexion qui naît sur la place des musées dans nos sociétés, la fonction du musée qui est de montrer le patrimoine. Il y a un moment où on se dit, effectivement, bon là vous l'avez un peu abordé, qu'on est on est dans la fabrication de simulacres, parce que évidemment, la Joconde, ça n'est plus qu'un simulacre d'une expérience esthétique qui ne s'opère pas. Mais et il y a un moment où je me suis dit, ça c'est quand il y a un personnage qui s'appelle Carlos Hernandez qui va collectionner lui tous les objets autour de la Joconde dans le monde entier. Des cartes postales, des mugs, des poupées, voilà, tout ça existe, des vidéos porno. Le Louvre vend, non pas des vidéos porno, enfin pas encore, mais ils vendent une Joconde immonde d'ailleurs, je dois dire, avec des dreads, c'est-à-dire avec des cheveux rasta. Ceci existe, ils le vendent. Ouais. Il y a quand même ça, j'en reviens dans la satire que vous développez, cette idée que la réappropriation aujourd'hui de notre patrimoine commun est devenue vulgaire ou commun. Je pense, alors là, mais c'est très très grave et je ne suis pas le seul à le signaler. Après, on reviendra peut-être au roman, parce que là, on est parti dans des sujets qui ont l'air assez spéculatifs, alors que le roman est très... narratif en fait. Mais enfin, là on pose la question de savoir ce qui est en train de se passer entre la finance internationale et l'art. Et ce qui se passe me paraît très très grave. Donc on voit des expositions, on voit peu à peu, mais aussi à la Fondation Vuitton, l'idée insensible que tout objet est une marchandise. C'est ça le fantasme d'Arnaud. Arnaud, il a mis les nymphéas sur des sacs Vuitton. D'accord ? Il a mis les nymphéas sur des sacs Vuitton. Alors, moi, la dernière fois, parce que je boycotte ce musée, mais j'y suis allé 2 fois dans ma vie, et une fois parce que Vuitton, c'est une exposition sur les grands conservateurs de musées. Alors, je me dis, intéressant, grands conservateurs de musées et tout ça. J'y vais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Fondation Vuitton, et ça ressemble irrésistiblement à un supermarché. Il y a des escalators, des vigiles, et il y a des valises Vuitton dans l'entrée. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. Donc j'y vais, je prends l'escalator, et alors pour montrer comment les conservateurs des musées étaient bien pertinents, il a mis, pas Arnaud lui-même, hein, il a des gens qui s'occupent de ça, il a mis le prix sous chaque œuvre.
Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire? Donc, tu avais un tableau de Warhol et acheté par tel conservateur, tant. Valeur actuelle, tant. Alors, on est au Bon Coin? On est où? Et c'était ça, et il trouvait ça génial. Et alors, ce qui était formidable, c'est qu'évidemment, au rez-de-chaussée, il avait mis des Picasso, tout ça, et tu montais dans les étages, c'était chronologique. Donc, au 3e étage, on exposait ce qu'on appelle des ready-made, enfin voilà, et notamment une guitare Gibson qui avait appartenu à Jimi Hendrix, je pense. Et là aussi, il y avait le prix. Et donc, l'expo te disait, entre les gribouillis de Picasso là, et la guitare Gibson, et d'ailleurs, la dernière pièce du musée, c'était un bout de tôle tordu du World Trade Center, avec le prix que ça avait coûté de l'acheter. Donc, qu'est-ce qu'ils te disent, ces gens? Ils disent, allez, calmez-vous, tout va bien, le marché administre tout, y compris l'art classique, mais y compris, évidemment, ça renvoie à mon roman précédent, l'art contemporain. Ouais, je vous dis ça, j'y pense là, je n'avais jamais pensé avant, mais enfin, voilà. Ce qui me ramène au fait, c'est un roman quand même, parce que là, j'ai l'air de faire une thèse, mais... Alors, revenons. Donc, si vous avez... Finissez si vous avez... Donc, on revient au roman, parce que vous n'avez pas répondu complètement à la question. Quel est qu'est-ce qui vous décide de... Quel est le point de départ du roman L'Avenir? C'est le mot, j'aime bien ce mot-là. J'aime bien l'avenir, mais j'aime pas le futur. Alors la distinction, c'est très simple. Le futur de M. Bayrou, c'est qu'il va être renversé. Le futur des élections présidentielles, c'est qu'on va avoir Bardella. Enfin, j'appelle futur tout ce qui prolonge directement les lignes du présent dans le futur. Alors ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Heureusement que ça marche pas comme ça, d'une certaine manière. Vous savez, c'est comme en 1900, les gens faisaient des expos sur qu'est-ce qu'il y aura en 1980 dans le monde. Et alors évidemment, les gens de 1900, ils se disaient, mais comment on va se déplacer en 1980? Et la réponse des gens de 1900, c'était, j'ai vu une expo comme ça à l'Hôtel de Ville de Paris. Ben, bien sûr que comme l'avion vient d'être inventé, tout le monde aura son avion individuel. Et donc, ils dessinaient des villes avec des pistes d'atterrissage sur les toits, comme on a à Paris maintenant couramment, quoi. C'est pour ça que Valérie Pécresse m'a fait rire avec ses hélicoptères. Parce que Valérie Pécresse est la première à avoir recru à cette connerie. Et donc, si vous prenez les lignes du présent et que vous les prolongez dans le futur, d'ailleurs, futur, alors je ne suis pas latiniste, mais on dirait quelque chose comme un participe futur, enfin, je sais pas. C'est ce qui va être, de toute façon, voilà, tout est foutu, la planète va brûler, voilà, je ne sais pas, il va jamais rien se passer. Or, l'histoire nous apprend, si elle nous apprend quelque chose, au contraire, il y a des tas de contingences qui arrivent. Que si brusquement, il y a un truc dans le sous-sol des pays arabes qui s'appelle le pétrole, ça change la géopolitique du monde. Donc imaginez demain qu'on trouve, je ne sais pas, une énergie qui soit l'eau, et il se pourrait bien que la prochaine grande énergie soit l'eau, à ce moment-là, le Canada deviendra un pays bien plus puissant que même les États-Unis, parce que le Canada a 1/5. Et donc la carte du monde serait refaite. Moi, ce qui m'intéresse, comme romancier, je trouve qu'on en meurt du futur, quoi. On en meurt de ces projections, c'est totalement anxiogène et totalement horrible. Voilà, ça va être comme ça a toujours été comme ça. Enfin, tout ce discours, en plus à la fois réactionnaire et dépressif, très français. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui advient. Parce que dans l'avenir, il y a ce qui va adventurus, quoi, ce qui va se passer, eh ben, on ne sait pas. Et faire un roman catastrophe, c'est pas un roman tourné vers la fin, c'est un roman ouvert sur le possible. Voilà. Il y a une formule de Beckett que citait toujours Deleuze, qui est du possible, sinon j'étouffe. Voilà, c'est ça. Ben, on étouffe. Sans fiction, on étouffe. Ouais. D'où le fait que je fais que des fictions, normalement. On n'évoquera pas la fin, parce que pour ceux qui n'ont pas lu le roman, mais c'est un beau roman d'amour et de renouveau. Parce que c'est... Mais... Oui. Par exemple, moi, je suis pas inquiet pour tant qu'il y a des corps et des gens, il va y avoir des régimes d'images qui seront pris dans des corps, où le corps va être pris dans voilà. Donc moi,
Qu'il y ait des images inauthentiques aujourd'hui, ça me fait plutôt rigoler d'ailleurs, mais parce qu'il y a une chose que développe le roman, qui est une sorte de rêverie poétique qui serait, mais qui n'est pas absurde du tout hein, dans l'histoire de l'art, qui est que le corps, et particulièrement le corps des femmes, est lié au paysage. On a fait du nu en mettant derrière des paysages. Et ça, enfin bon, dans tous mes romans, il y a une espèce de conception du corps féminin comme paysage. Et d'une certaine manière, pourquoi même la Joconde, tout le monde oublie ça, la Joconde, c'est un buste devant un paysage. Et si on ne sait pas ça, on ne comprend rien à la Joconde. C'est ça la bizarrerie de la Joconde, c'est que derrière elle, il y a un paysage lunaire. Il y a même un pont, que tout le monde oublie, quoi. Enfin, parce que demandez aux gens où est le pont dans la Joconde. Ouais, quel pont, tu vois? Il n'y a pas de pont. Ben si, il y a un pont. Et donc, il y a un rapport entre le corps et l'œuvre d'art. Et moi, mon objection au gros de la production de l'art contemporain, c'est quand il y a des œuvres d'art contemporain que j'adore, mais pas celles où le corps divorce de l'œuvre. Voilà. Il me faut de la sensorialité, sinon qu'est-ce que vous voulez? On est dans une espèce de violence comme ça. Moi, j'étais très, très marqué par une amie qui vient de disparaître d'ailleurs, qui était Annie Lebrun, et qui écrivait là-dessus. J'ai pensé à elle en venant, parce que je suis venu ici parler, et je me suis dit, on est au calme, vous voyez, on parle, etc. Et sur la place du Capitole, il y a des gens qui tapaient sur des objets, avec une violence. Moi, j'adore le djembé, j'adore les percussions, tout ça. Je n'aime pas les B-52 et le bombardement. Voilà. Et cette violence incroyable de beaucoup d'œuvres d'art contemporain, l'expression, certains de mes collègues l'emploient, à chaque fois je me dis, vous savez, les gens, les petits marquis de la culture qui vous disent, ouais, j'ai été voir cette expo et j'ai pris une claque. Et tu as envie de leur dire, mais pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu veux prendre une claque, enfin? C'est quoi? Mais je veux pas qu'on me gifle, moi. J'ai rien fait. Enfin, je veux bien de temps en temps qu'on me gifle, pourquoi pas? Dans un jeu, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, quoi? J'ai pris une claque? Ben non. On peut prendre plein de choses, à commencer par du plaisir. Mais alors, le coup de j'ai pris une claque, j'en peux plus. Ça disparaît, quoi. C'est fini, là, mais tout le monde disait ça à un moment. Vous vous rappelez, non? J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, effectivement, au Japon, où il y a des gens qui payent pour se faire c'est claquer. Bien. Ouais. De même que dans les fêtes foraines, l'énergie cinétique développée par les manèges est de plus en plus violente. Vos petits-enfants, vos enfants montent dans des trucs inouïs. Enfin, donc ils sont... Voilà, on est dans le règne de cette espèce de violence-là. Et moi, ce que j'aimais et ce que j'aime dans la peinture occidentale classique, et je n'ai aucune raison de considérer qu'elle est dépassée par quoi que ce soit. Il y a d'autres choses à côté, mais elle n'est pas dépassée. Ce que j'aimais, donc, c'était une espèce de douceur qui associée chez le Titien, chez Ingres, que sais-je, chez Piero di Cosimo, même chez Botticelli, même chez Vinci, quelque chose qui associait la douceur du corps féminin et la douceur du paysage, dans un rapport contemplatif qui faisait que ce n'était pas un rapport de prédation. Il y a un certain nombre de nus féminins, alors contre certains ayatollahs du pseudo-féminisme aujourd'hui qui disent que tout nu est forcément une sexualisation horrible du corps de la femme. Non, tout se vaut pas là-dedans. Il y avait des nus. Il y avait un certain rapport. La peinture m'a appris à aimer. Ça fait partie des choses qui m'ont appris à aimer et les paysages et les corps féminins. Ou alors, mettez les masculins si vous voulez, ça ne me dérange pas. Hein, mais vous le dites à un moment, vous dites la peinture occidentale touche à sa fin, tant il est vrai qu'elle n'a eu de cesse d'être travaillée par cette oscillation du sexe au visage et du visage au sexe. Ben oui, parce que en fait, au debout de l'histoire de l'art, moi ça m'a toujours fait marrer, vous avez d'un côté comme icône la Joconde, qui est un buste. Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe en dessous? Vous vous êtes déjà posé la question?
J'ai un copain qui a Stéphane l'esprit... Odegui à la réponse, vous allez voir. Non. Mais... Si, vous... Je sais plus ce que je dis à ce sujet. Que c'est Courbet. Ah oui, non, Et ça... Non, mais j'avais un copain qui disait toujours, mais qu'est-ce qu'on lui fait sous le cadre pour qu'elle sourit comme ça? Parce que, non, mais c'est vrai, on devient vulgaire, parce que les gens sont tellement bêtes. Oh, le sourire ineffable de la Joconde. Ineffable, je sais pas. Peut-être que... Bon, elle a ses mains dans son giron, donc c'est pas elle qui... Voilà. Mais... Et donc, à l'autre extrémité, autre icône de l'art, je pense, et du corps et du... Alors, Courbet, mais c'est Courbet qui m'a fait comprendre ça par rapport à la Joconde. L'origine du monde, donc, c'est un corps féminin traité en paysage. À telle enseigne que moi, je pourrais vous montrer, il y a des tableaux de Courbet que vous connaissez sûrement, qui représentent la source de la Loue, petite rivière qui passait du côté d'Ornans où habitait Courbet. Il représente le ruisseau comme une espèce de vallée, comme des cuisses. Et au-dessus, il fait un bosquet. Et donc, Courbet, tu peux superposer l'origine du monde et la source de la Loue et trouver qu'il y a quelque chose d'analogique là-dedans. Et d'ailleurs, quand Lacan, qui a acheté ce tableau, a mis un cache sur le tableau, parce que Lacan avait accroché l'origine du monde dans son salon, ce qui n'est pas très pratique quand on reçoit son dentiste ou son notaire. Donc il avait un cache coulissant. Donc quand il avait des amis avertis, il ouvrait, il faisait coulisser. Et c'est son beau-frère, André Masson, qui lui a fait le cache. Et Masson, très intelligemment, a souligné, vous trouvez ça sur... il existe le cache, on peut le voir sur Internet, on trouve ça en 3 secondes. Merveilleuse invention. Masson a souligné les lignes du corps féminin de Courbet sur un morceau de contreplaqué, comme ça, vite fait, et ça donne un paysage, avec un monticule, des collines, enfin voilà. Puis c'est vieux comme le monde. Après tout, dans le Cantique des Cantiques, qui est un poème érotique qui se trouve dans la Bible, il y a bien une analogie qui est faite entre les saints et les collines, je ne sais plus, il y a tout un truc là-dessus. Donc c'est très, très ancien. Et donc il y a une sorte d'écologie de l'art et du corps qui me bouleverse, quoi, qui me paraît très belle et que je voulais célébrer dans un roman. D'où le fait qu'il y a beaucoup de personnages féminins dans le roman et que, comme dans le précédent d'ailleurs. Alors justement, on revient sur le roman, les personnages, parce que moi j'ai eu le sentiment, alors encore plus à la deuxième lecture, que le sentiment que le roman se construisait justement au travers à chaque fois d'un personnage et d'une trajectoire, d'une vie que vous tissez. Je vous disais tout à l'heure, le livre est très motorique, va vite, et le romancier nous fait passer d'un personnage à l'autre comme un cheval, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plus un cheval en pleine course, quoi. Le livre s'ouvre avec cette histoire donc de Li Fang, le vieux chinois qui regarde le tableau, mais ensuite on passe à un autre personnage qui est un gardien d'une salle de musée du Louvre. Ensuite on va avoir ce riche collectionneur de tous les objets qui tourne autour de la Joconde. On attend la 100e page pour avoir enfin l'identité du narrateur qui nous raconte cette histoire depuis le début, qui est le personnage principal, Ismaël Ackerman. Puis voilà, donc on avance comme ça. Comment vous avez construit ce roman au travers des personnages à vous écouter et sachant qu'il m'arrive de faire des cours qui sont liés à l'histoire du cinéma et qu'il m'est arrivé un peu de faire du montage, je me dis que c'est très simple. Ce que je fais, c'est monter. Ou alors, je pourrais dire, il y a une catégorie de mosaïque romaine qui s'appelle l'opus sectilé, où vous prenez des bouts, vous cassez des... Vous voyez ce que c'est l'opus sectilé ? C'est très beau. Il y a des tables en marbre comme ça, des tables vénitiennes là, qui coûtent cher. On se demande qui peut acheter ça. Réponse, des Saoudiens. Non, vous ne voyez pas ? L'opus sectilé, c'est une technique. Vous cassez des petits morceaux de marbre et vous les montez pour faire des grands motifs, quoi. Donc oui, mais c'est la mosaïque, mais oui, enfin, je m'exprime très mal. Donc, je sais pas, il y a le montage, quoi. Alors moi, j'aime bien monter parce qu'effectivement, c'est un peu déconcertant. Mais enfin, tu te dis toujours quand même, les gens ils feront ils vont trouver les rapports, quoi.
Et il y a des rapports. Alors, une autre façon de dire, ce serait de dire, faut que ça rime. Faut que ça rime à quelque chose. Et en quoi, là aussi, je ne suis pas du tout pessimiste, me semble-t-il, décidément. Parce que je pense que, enfin voilà, faire rimer, c'est produire du sens. Voilà. Et donc j'aime bien une conception un peu poétique du roman, pas au sens des thèmes lyriques, encore que, mais au sens de faire sonner des choses ensemble, enfin de faire des... Donc les personnages sont en écho. Oui, oui, oui. Avec presque cette constante, à part sur les personnages, alors justement sur Prudence et Suzanne, mais ça, je vous garde une question pour après, où vous êtes tenu à chaque fois de nous faire un flashback, alors pour le coup, pour nous raconter l'histoire de ces... Enfin, ou qu'il se raconte dans l'IFAN, vous êtes obligé de nous raconter son passé de maoïste, oui. Et de voilà, et Ismaël, qui est donc le personnage principal, Ismaël Akerman, archiviste, historien de l'art. On va en parler un petit peu ça sur la partie aventureuse du roman. Là, on revient à trois générations avant lui. Oui, pour l'expliquer lui. Oui, oui, absolument. Mais je pense que ça, c'est l'influence sur moi déjà de la psychanalyse, parce que je pense que ça m'intéresse les névroses. Transhistorique, enfin, une névrose au long cours. Enfin, comment est-ce que ça, c'est une contingence, quoi. Là, pour le coup, ça aussi, c'est de l'avenir et c'est pas du futur. Vous êtes né dans telle famille, vous êtes le troisième, le premier, je ne sais pas. Il y a des contingences là qui déterminent des rapports au monde, quoi. Et ça me fascine beaucoup. Donc Ismaël, là, est le fils, c'est un historien de l'art juif, allemand, qui refuse d'une certaine manière d'être juif. Oui, lui, il est en rupture. Il est en rupture. Son père, c'est ça? Je me perds en plus, moi, dans les généalogies, évidemment. Parce que j'ai reconstitué... Bravo. Ah ouais, non, j'ai fait un arbre généalogique. Pour, oh là là. Donc, pour y aller. Donc il y en a Abraham, c'est son grand-père, c'est ça? Je ne sais même plus. C'est son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, et son arrière-grand-père est juif, repéré par un nazi dans un camp et embauché par ce nazi pour repérer les juifs. C'est horrible, hein? Et bien figurez-vous que c'est l'histoire du père de Michel Drucker. Le père de Michel Drucker s'est fait trimballer dans toute l'Europe, à Nice, et on lui faisait baisser les pantalons de suspects dans la rue, et il était censé authentifier les Juifs. Et par ailleurs, il était chargé de les maintenir en vie, des gens torturés, pour en tirer le maximum d'informations, quoi. C'est étrange, hein, Michel Drucker, enfin, vous voyez. J'ai écrit un texte un jour très méchant sur Michel Drucker, j'ai presque regretté après, parce que je ne savais pas ça. Mais Abraham Drucker a écrit un texte là-dessus, hein, qui est versé dans les archives de Nuremberg. C'est très sidérant. Hein. Mais le fils, d'ailleurs, n'a jamais, pendant longtemps, n'a pas mis en avant sa judéité. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu Michel Drucker sur une affiche de soutien à une association juive, c'était il y a 5 ans. Et je ne suis pas sûr. Alors, il a dû faire des choses, etc., mais pas dans l'espace public. Voilà un peu comment je... Alors Ismaël, lui, justement, donc il est en rupture par rapport à sa propre histoire, avec donc un père, ça. Puis le fils d'Abraham, donc juste après la guerre, lui, il va être un activiste de l'ultra-gauche, proche des milieux de la bande de Bader, ou affilié. Oui. Et lui, il fait du happening. Voilà. Mais qui a fait ça? Il y a un artiste contemporain. C'est comment s'appelle-t-il? Cet artiste qui est maintenant un artiste officiel. Il n'y a pas un musée où il n'y a pas des œuvres de lui. Allemand, installé en France. Personne. Qui fait des œuvres monumentales. Anselm Kiefer. Anselm Kiefer a fait du happening dans sa jeunesse.
C'est-à-dire, concrètement, il se déguisait en nazi, il se promenait dans les rues de Munich pour dire, vous avez ôté tous les signes du nazisme, mais vous êtes encore nazi. Donc, oui, il disait des trucs comme ça. C'est quand même saisissant, hein. Voilà. Mais bon, tous ces gens-là donc, ont un rapport intense à l'image aussi. C'est toujours pareil, c'est que les images ont une histoire, et dans cette histoire, il y a... Là, quelqu'un m'a passé une bande dessinée sur le même thème. Luz, le dessinateur, a fait un roman graphique sur une œuvre spoliée. Je ne sais pas si vous voyez, qui est subjectif de l'œuvre en plus. C'est une œuvre qui regarde les gens. Voilà, c'est le tableau qui regarde l'histoire. Voilà, c'est assez remarquable. Comme je n'ai pas fini, j'ai oublié le titre déjà, mais ça va me revenir. Enfin bref. Pourquoi on disait tout ça ? Parce que il y a... Comment ? Parce que c'est ça, alors les choses qui riment, c'est que d'un côté vous orchestrez la disparition de la progressive avec la catastrophe de l'art occidental, et de l'autre côté vous avez Ismaël qui lui travaille sur la spoliation des œuvres par les nazis. Il y a un aspect presque roman policier ou roman d'aventure policière dans le roman, parce que j'imagine un personnage qui épluche les archives déclassifiées, comme on dit, russes, c'est-à-dire confisquées aux nazis, et qui s'aperçoit qu'il y a encore des sites où des œuvres pourraient être cachées. Ce qui a l'air fantaisiste, mais qui ne l'est pas, parce qu'on a trouvé un site comme ça il y a 5 ans, en Argentine par exemple. On trouve encore des trucs dans la jungle ou je ne sais où. Et donc lui, sa façon de réagir à l'horreur qu'a connue sa famille, qui est une horreur de disparaître de la surface de la Terre, quoique c'est la fin de tout, lui réagit en cherchant des œuvres et en trouvant. Ouais. Et ça, cette histoire-là, vous l'avez puisée quelque part, ou c'est une pure spéculation du romancier? J'ai une citation de Boris Vian pour vous répondre. Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai inventée d'un bout à l'autre. Ça me va. Non, mais bon, oui. Enfin, je suis pas un romancier réaliste, donc moi, je suis un romancier vraisemblable. Oui. Donc, non, mais voilà, j'aime bien, là encore, inventer. Je n'aime pas être l'esclave de ce qui s'est passé. Encore une fois, on en meurt de ça. Donc, je préfère inventer des choses. Par exemple, il y a un tableau que j'adore, vraiment, qui s'appelle L'île des morts, d'Arnold Böcklin, que je voulais mettre, moi, sur la couverture du livre, mais mon éditeur n'a pas voulu. Mais il a sûrement raison, évidemment, les éditeurs ont toujours raison. Qui est un tableau dont Böcklin a fait 5 versions. Et il en manque une. Il y en a une qui a disparu dans les bombardements. Voilà, donc... mais c'est un thème de l'histoire de l'art aujourd'hui. Je connais un type à Berlin, pour le coup, qui fait des... Ouais, j'ai vu une expo de lui qui était assez impressionnant. Il est conservateur au musée, dans le complexe des musées de Berlin, dans l'île, là. Il a fait une expo de restes d'œuvres. Tu vois, alors, oui. J'ai vu une expo encore plus pathétique, parce que moi je suis sensible aux disparitions. J'ai vu une expo à Capodimonte à Naples, des œuvres qu'on ne peut pas montrer parce qu'elles sont trop abîmées. J'ai jamais rien vu d'aussi déchirant. C'était un tableau qui est quasiment noir, où tu vois juste un truc, tu sais même pas. Enfin voilà, des tableaux qui sont voilés, des tableaux qui sont ridés, des tableaux. Et la Joconde aussi, elle est ridée, cette pauvre vieille dame. Donc, je fais une petite parenthèse. Quand vous lisez le livre, retenez bien cette histoire de l'île des morts de Böcklin, parce que c'est une des clés à la fin du livre. Alors, cette œuvre, l'île des morts, je ne l'ai pas choisie au hasard non plus, parce que c'est... Hitler en avait une, c'était un de ses peintres préférés, Arnold Böcklin. Donc il y a la version qui est à Berlin, actuellement au musée, là, dans l'île, c'est celle que Hitler avait chez lui. Pas chez lui, à la chancellerie, en fait, pas chez lui. Parce que c'est ça aussi qui sous-tend tout le roman, c'est une réflexion qui se porte sur ce que disait Paul Valéry. Maintenant, nous savons que les civilisations sont mortelles et que, au fond, c'est ça que vous mettez en branle, la fin de la civilisation occidentale.
Alors, les civilisations sont mortelles, mais tant qu'elles ne sont pas mortes, elles vivent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer de prolonger leur vie. Elles ne s'arrêtent jamais complètement. Et c'est moi, j'ai l'impression que c'est le sens qu'il y a quand surtout le passage avec la secte de l'organisation. Oui. Cette façon en même temps de s'extraire de la course du monde et de la catastrophe avec un C majuscule et pour recréer une entité à part et qui est le point de départ d'autre chose. Oui, alors il y a dans le roman aussi toute une histoire d'une espèce de groupuscule crypto-nazi ou néo-crypto-nazi dont le rêve est effectivement de faire île. Alors moi je m'intéresse beaucoup aux îles, mais il y a une folie de l'île. C'est-à-dire il y a le fou croit que l'île flotte comme ça sur les flots. En fait, un jour j'ai compris une chose très simple, c'est qu'une île, en fait, ça était relié au reste de la Terre. Je sais, c'est stupide comme remarque, mais ça veut dire que ces trucs, quand on se croit seul, alors même au niveau individuel, ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'étais archi-individualiste. Et les îles les plus isolées sont quand même souterrainement reliées au reste du monde. Voilà. Et je pense que les fous, et Hernandez dans le roman, il est comme ça, parce qu'il construit une île flottante. Alors il y a des fous qui veulent aller sur Mars aussi, il paraît. Des fous qui veulent vivre... oui, vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas sur X. Ils sont ceux qui font des saluts un peu nazis. Qui veulent aller là-bas. Voilà, qui veulent aller là-bas. Ouais, c'est d'ailleurs pas un salut nazi apparemment, mais... Bref, peu importe. Mais oui, c'est tentation insulaire. D'ailleurs, il y en a d'autres. Il y a d'autres milliardaires qui voulaient fabriquer des continents flottants pour aller au-delà de la zone territoriale. Vous avez compris pourquoi. Parce qu'on ne paie pas d'impôts. Voilà. C'est une espèce d'idée complètement farfelue, quoi. Et maintenant, c'est ça le futur. Le futur, il est là. Voilà. Donc, ouais, le thème de l'île me paraît très, très... J'aime les Robinsonades aussi. Mon roman est aussi... Parce qu'à la fin, il reste 2 personnes sur Terre. Donc on a perdu quand même un certain nombre de gens. Mais 2... D'abord, 2, c'est pas 1. Enfin, déjà, c'est déjà quelque chose. Et c'est la possibilité de refaire le monde. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de refaire le monde. Voilà, oui. Et alors, évidemment, une des aventures qui m'intéresse le plus, c'est la rencontre, et donc la rencontre amoureuse. Mais aussi, rencontrer une œuvre, c'est, comme d'ailleurs rencontrer quelqu'un, c'est savoir qu'on ne peut pas en faire le tour facilement comme ça. Voilà. Bon, voilà. J'aimerais bien quand même qu'on parle aussi de ce personnage de Suzanne, qui sera la mère de Prudence. Parce que c'est une autre manière d'aborder aussi un thème qui rime avec le reste. J'ai eu l'impression que Suzanne, c'est une vie de sainte. Que vous l'avez un petit peu construit comme ça. Oui, d'ailleurs, elle en lit, je crois. Et oui. Elle lit La Légende dorée ou des morceaux. Et donc, il y a un personnage dans le roman qui... mais c'est assez sadien aussi, mais les gens comprennent très mal Sade. Mais elle ressemble à Justine, c'est-à-dire qu'il lui arrive un nombre d'horreurs absolument considérable. Mais souvent, les saints, il leur est arrivé... Oui, alors c'est tout un... Ouais, je sais pas pourquoi ça me fascine autant, ça, mais ça me fascine, oui. D'abord parce que... Pourquoi ça me fascine ? Je sais pas. Mais Suzanne, alors... voilà. Suzanne, comme... c'est un prénom, c'est aussi une histoire... c'est un célèbre tableau. C'est Suzanne et les vieillards, c'est un motif pictural. Suzanne, c'est une histoire qui dit tout sur notre rapport aux femmes, à l'art et tout ça. Je vous explique pourquoi. Suzanne et les vieillards, je voulais faire un livre là-dessus, puis il y a un type qui a fait un livre là-dessus, donc je ne vais pas en faire un. Malheureusement, il n'est pas bon, mais bon, c'est comme ça. Non, mais quand il est bon, c'est bien, on est content, mais là, c'est emmerdant, parce que le gars a pissé contre votre arbre, et puis vous ne pouvez plus... voilà. Pardon de cette image un peu vulgaire. Donc, Suzanne est une femme mariée, vertueuse, tout ce que vous voulez.
Elle est chez elle au bain, 2 horribles vieillards la surprennent au bain et lui font ce chantage formidable et mitouesque qui est « Si tu couches pas avec nous, on dira partout que tu as couché avec nous ». C'est déjà la médiasphère, vous voyez, c'est déjà le revenge porn. Et cette excellente femme refuse. Et donc ces vieillards vont dans la société où ils se trouvent, disant qu'elle a couché avec eux. Et elle n'est sauvée que par... Alors évidemment, c'est la Bible, hein, donc elle est sauvée. Déjà, c'est la Bible, elle est sauvée, c'est pas comme chez Sade. Elle est sauvée par le prophète Daniel, âgé de 13 ans, qui a un songe. Alors, dans une culture où le songe vient de Dieu, hein, donc il a un songe, et il dit non, elle est innocente. C'est ça l'histoire de Suzanne. Maintenant, demandez-vous, combien de fois on a représenté Suzanne toute nue dans son bain, matée par 2 vieillards lubriques, et combien de fois on a représenté le triomphe de l'innocence de Suzanne. Évidemment, il y a 500 tableaux qui représentent Suzanne toute nue, avec 2 gros libidineux qui regardent, et nous qui regardons ça, donc nous qui sommes invités à la fois nous interroger sur la vulgarité éventuelle de notre regard, ou sur l'emprise que voilà, et il ne faut pas s'identifier aux vieillards, voilà. Donc voilà, c'est ça, Suzanne et les vieillards. Et donc, alors au Louvre, j'en ai trouvé un. Il y a Valentin de Boulogne a peint Daniel innocentant Suzanne, du tableau dont tout le monde se contrefout évidemment, qui est dans la peinture du XVIIe, où tout le monde est habillé, ça n'intéresse personne. Voilà. Parce que quand même, quand vous regardez le rapport des gens aux statues, c'est drôle les musées pour ça, quoi. S'il y a un nu, les gens s'arrêtent. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas ma faute. Et alors tout ça dit. Donc j'appelle Suzanne le personnage parce qu'elle est comme ça, horriblement martyrisée par toutes sortes de gens mauvais. C'est le thème du mal aussi peut-être qui me fascine. Et elle conserve par la foi, alors voilà. La foi aussi, c'est quelque chose qui m'étonne profondément. Je ne suis absolument pas religieux. Mais ça m'intéresse un personnage comme ça qui survit précisément parce qu'elle lit l'histoire de Suzanne dans une brochure pieuse et qu'elle supporte tout ce qui lui arrive puisqu'elle sait. Là, elle a un futur, elle aussi. Elle sait qu'elle va être innocentée et que le bien va triompher in fine. Et la fille de cette femme, qui est donc l'enfant d'un viol aussi, il faut quand même le dire, c'est le personnage principal féminin du roman. Et elle s'appelle Prudence. Et alors elle, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle n'a jamais vu d'image quasiment. Elle voit très très peu d'images. Et vous savez, enfin, dans cette histoire de notre rapport aux œuvres, moi je vais au Louvre très souvent, toutes les semaines en fait. Et puis on est là, il y a des lampes LED qui éclairent bien les œuvres, tout ça est très lumineux, tout ça est très simple, tout ça est très... Or, sur les 33 000 objets qui sont au Louvre, je suis sûr qu'il n'y en a pas 1000 qui ont été faits pour être éclairés comme ça, ni même pour être exposés. Un retable, ce n'est pas destiné à un touriste allemand en goguette. Voilà. La peinture de dévotion, elle est faite pour faire ses dévotions. Elle est faite pour être tenue à la main, d'ailleurs. On va essayer de faire ça au Louvre, curieusement. On n'a pas le droit. Les noces de Cana, c'est pas fait pour un... Voilà, c'est dans un réfectoire de couvent. Autrement dit, ce qui nous paraît l'évidence même culturelle d'aller au musée voir dans une belle lumière les choses comme ça, eh ben, c'est pas du tout... Voilà. Il faut entreapercevoir les œuvres peut-être plus que... Ou alors il faudrait les éclairer à la bougie. Moi, d'ailleurs, ce qui m'a fait comprendre ça un jour, c'est que je suis allé voir au théâtre, ou moi qui ne vais jamais au théâtre, voir une mise en scène d'une pièce du XVIe siècle de Benjamin Lazare, d'une pièce qui... Ouais, à la bougie. Alors moi, tout ce que je savais des bougies, hein, c'est comme vous, c'est qu'en fait, il y a 5 actes dans les pièces, c'était la durée des bougies. On est obligé de changer les bougies, donc le théâtre est construit en actes parce qu'il faut changer les bougies. Et dans la langue, les gars avaient reconstitué la prononciation XVIe siècle. Donc pendant 10 minutes, tu ne comprenais rien du tout, quoi. C'était formidable. Benjamin Lazare faisait ça, qui est lui-même un disciple d'un écrivain qui s'appelle Eugène Green et qui a... Voilà.
Si vous voyez, il a reconstitué ces trucs. Et je me suis dit, mais oui, mais... Et alors, cette pièce, Pyramestis B, que j'avais lue, dans la lumière de mon salon, si je peux dire, dans cette pénombre-là, vous prenez une dimension de cérémonie ou de... Voilà. On devrait pouvoir aller faire des nocturnes au Louvre, mais des vrais nocturnes. Avec une lampe frontale, ou je sais pas. Parce que chandelier, vous savez comment sont les pompiers, ils sont pas contents. Mais enfin, je suis pas en train de rêver à la reconstitution impossible d'un Éden de la perception, parce que non. Mais pour autant, je trouve qu'il faut savoir ça. Il faut approcher le monde avec une certaine prudence, sans mauvais jeu de mots, mais avec une certaine piété aussi. J'aime bien le mot piété en ce moment. Moi qui suis aussi peu pieux que possible, mais enfin, la piété, j'aurais tendance presque à la décrocher de la religion. Vous voyez, cette espèce, alors, on peut appeler ça comme on veut, hein. Respect, je ne sais pas. Enfin, respect, ça sert à n'importe quoi maintenant. Donc, Alors, avant d'en terminer, parce que le retourne, j'ai quand même un dernier personnage que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est celui que vous appelez WB2, qui fait référence à Walter Benjamin, qui est un activiste. Alors, bon, ouais. Et mais non, c'était juste pour vous poser la question de la place de Walter Benjamin aussi dans la pensée de la philosophie de l'art au XXe siècle, et parce que lui a travaillé sur la question de la reproductibilité, oui, c'est ça. Qui est dans nos mondes numériques, c'est ça aussi qui est à l'œuvre. Parce qu'il y a un moment vous allez me faire dire des choses. Vous ne direz pas que je vous ai dit ça. Oh non. Je ne suis pas très convaincu par la thèse de Benjamin. En gros, Walter Benjamin, qui est un penseur formidable par ailleurs, a écrit un texte célèbre qui s'appelle La question de l'aura dans la reproductibilité des objets par la technique des objets d'art fait qu'il y aurait une perte d'aura. En gros, depuis qu'on peut reproduire les œuvres, dit Benjamin, l'œuvre a perdu de son aura. Eh bien, alors moi j'ai envie de lui répondre, et la Joconde, alors, je ne vois pas une disparition d'aura là-dedans, je vois au contraire, alors je vois des modifications importantes de tout ça, et je vois qu'on est à un moment où peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, ces reproductions si troublantes qu'on peut... Du tableau de Goya. Du Goya, mais aussi, moi je serais partisan, je dois le dire dans le roman, de mettre une grande Joconde quelque part, sous la pyramide, vous voyez. Tu mets une grande Joconde en haute def de 4 par 3, comme ça les gens qui veulent voir, vous savez, comme dit Queneau dans Zazie dans le métro, le touriste c'est celui qui dit quoi voir, tout le temps. Voilà. D'ailleurs, le Louvre l'a fait, ils ont fait un truc en VR. Hein. Ils ont fait un casque de réalité virtuelle, tu peux voler dans la Joconde. Ouais, c'est horrible, hein, ne le faites pas. Hein. Je l'ai fait, c'est horrible. Mais je me demande si, au fond, il ne faudrait pas considérer ces nouveaux régimes d'images comme autant de façons qui pourraient affiner notre rapport aux images en général. Voilà. Donc je ne suis pas inquiet de ce point de vue-là. Et si on termine sur cette note-là d'espoir, mais alors Benjamin, je ne comprends évidemment que trop pourquoi il pense comme ça, la disparition, etc. Mais je suis pas convaincu. Et je pense aussi et surtout que d'autres régimes d'images viendront. Ou alors, si ça ne se produit pas, alors ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'espèce, nous avons disparu, et alors là, ça n'a plus aucune importance. Voilà, s'il n'y a plus que des Elon Musk, des martiens, alors là, moi, ce sera sans moi. Ça ne nous concerne plus, quoi. Voilà. On va peut-être faire tourner un peu le micro s'il y a quelqu'un qui a une question, une réflexion, un commentaire, une remarque. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions ou des remarques?
Oui, merci pour le livre. C'est une surprise. Merci. Je ne m'y attendais pas. C'est le 4e de vos livres que j'ai lu et c'est une surprise. Mais oui, mais moi je vous ai reconnu, vous êtes déjà venu. Non? Oui. Pour Jemina. Dejima. J'étais là déjà, oui. Oui, absolument. Et juste, je voulais dire, vous parlez d'aller au Louvre avec la nuit avec des bougies. Oui. Au British Museum à Londres, j'ai un petit-fils à Londres, j'ai pu l'amener au British Museum la nuit grecque. On est parti avec un tapis de yoga chacun, un sac de couchage, un sandwich pour le dîner. Il y avait 4 groupes différents, donc à peu près 100 personnes par groupe, mais c'est un musée énorme. On ne voyait pas les autres. C'était pas comme si c'était massif là-dedans. Et ils ont organisé des jeux pour discerner des choses sur les œuvres, des contes, des danses. Et on nous a couchés à 00h30. Et la nuit, ils nous ont laissé nous promener comme ça. On était couchés dans les statues grecques. Et quand je me levais la nuit, c'était comme ça, avec des bougies. Quel âge avait la personne? Il avait à peu près 9 ans, 10 ans. Wow. Et c'était extraordinaire. C'était absolument... et ils proposaient du café et du thé toute la nuit, gratuit. Et on avait accès à la boutique du musée, où des gens étaient toute la nuit à ouvrir des boîtes, à regarder dedans. Et on avait accès à la boutique une demi-heure avant les autres pour acheter ce qu'on voulait. Et c'était une expérience absolument extraordinaire. Oui, moi, ça m'est arrivé d'autres gens. Et il y a une collection chez Stock où une nuit au musée ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Moi, j'ai passé un quart d'heure avec la Joconde tout seul. Mais alors, parce que j'avais préparé mon coup, en fait. C'est parce qu'il y avait un spectacle de danse qui m'intéressait d'ailleurs. Mais je savais que tout le monde allait suivre les danseurs. Et il n'y avait pas de danseurs devant la Joconde. Donc moi, je me suis barré. Je n'ai pas vu le spectacle du tout. Mais voilà. Et ça m'est arrivé d'être... Vous êtes allé au Louvre peut-être aussi le mardi. C'est étonnant d'ailleurs. Mais on peut. Mais c'est des expériences, bien sûr. Je serais partisan aussi de mettre la Joconde dans une petite pièce et que les gens puissent réserver une demi-heure. Alors évidemment, il n'y aurait pas 10 millions de spectateurs, de visiteurs par an, mais les gens qui l'auraient vu auraient un autre rapport avec ça. Et cet enfant, il s'en souvient En plus, 9 ans chez les Égyptiens, c'est un peu Indiana Jonesque. Oui. Mais toutes ces choses, même, moi, ça m'arrivait de me moquer. Il y a des escape games qui sont faits au Louvre, etc. Mais c'est d'autres rapports avec ces objets-là. C'est une façon de les désacraliser en un sens. C'est pas absurde. Hein. Ah oui. Et donc, on peut rajouter des rapports autres aux images. Et je pense que même les reproductions sont une intensification, comme l'ont été pour nous les beaux livres d'art. Moi, j'ai compris Michel-Ange en achetant le gros Taschen, là où il y avait toutes les reproductions de Michel-Ange, parce que je ne peux pas grimper. Et oui, la chapelle Sixtine, ça sert à rien. Enfin, on est dans le lieu, mais on ne voit rien du tableau. C'est pas possible. Avant, en plus, il y avait des banquettes, on pouvait se coucher dessus pour regarder le plafond. Mais les œuvres n'étaient pas restaurées. Donc tu voyais mieux, mais moins bien. Donc voilà. Il y a une très belle visite virtuelle avec les flèches de votre ordi dans la Sixtine. Oui. Elle est pas mal. Oui. On est, ouais. Voilà. Bien. Bon, mais je vais vous renvoyer tous à l'avenir de la lecture du roman de Stéphane de Guy. Merci à vous en tout cas. Stéphane. Merci à vous. Merci. Le livre de Stéphane Audegui, L'Avenir, est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée samedi 25 janvier 2025 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Up.
věřím, vám ve všem nemusím se bát. Jenže by vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem utrápit se zcela. Miláčku drahý, když nemáš tak rád, můžeš mne třeba 100 let objímat. Nemusím se bát, jenže by vaše srdce mohlo snad chřadnout a